avec nous sur TV5 Monde. Un homme qui a connu la prison sous Bourguiba, sous Ben Ali également, 11 ans au total. Il est aujourd'hui ministre tunisien de la Santé. Il a également été secrétaire général du syndicat étudiant, l'UGTE. Abdellatif Mekki est le grand témoin de votre 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous, Abdellatif Mekki. Vous êtes donc ministre de la Santé. 3 ans après le départ de Ben Ali, Ennahda a quitté récemment le gouvernement qu'il dirigeait. Pourquoi ce choix alors que vous aviez toujours jusque-là défendu la légitimité des urnes ? Nous défendons toujours la légitimité des urnes et des élections, car c'est le principe de la démocratie. Mais il y a des considérations qui nous ont poussé à renforcer cette légitimité par la légitimité de la réconciliation nationale. Car c'était prévu que nous passions une année au pouvoir, mais cette durée s'est prolongée à cause de la prolongation des travaux de l'Assemblée constituante. Et une partie de l'opposition a demandé des élections qui ne soient pas sous ce gouvernement, et pour accepter cela, nous avons accepté de nous retirer et pour faire participer tout le monde à travers la confiance qui sera posée dans le gouvernement. Ce qui nous importe, ce n'est pas celui qui gouverne. Ce qui importe, c'est le contenu et la façon dont le pays est gouverné et l'avenir démocratique du pays. Alors, est-ce que ce qui s'est passé en Égypte, le renversement de Mohamed Morsi, la répression contre les frères musulmans, est-ce que tout cela était déterminant aussi dans votre décision ? Tous les observateurs politiques et l'opinion générale publique comparent l'Égypte et la Tunisie. Mais dès le début, nous avions dit qu'il y avait des différences fondamentales entre nos deux expériences. Ce qui s'est passé en Égypte ne peut pas forcément se passer en Tunisie. Notre armée est républicaine, contrairement à l'armée égyptienne, qui a toujours participé à la politique pendant 60 ans. Et la situation intérieure dans le pays est très différente de ce qu'elle est en Égypte. Et la révolution également. Et ce qui s'est passé après la révolution est différent les deux pays, malgré la présence des islamistes. Donc nous considérons que tout ce qui se passe dans les pays arabes et les pays musulmans, malgré tout cela, notre décision a été basée sur des considérations nationales pures. Alors après 2 ans d'exercice du pouvoir avec 2 autres partis alliés, quels sont vous, Ennahda, à titre personnel, les échecs que vous êtes prêts à reconnaître aujourd'hui ? Nous n'avons pas pu modifier les lois qui encadrent le processus de développement dans le pays. Par exemple, la loi des marchés publics, également la loi sur les salaires dans la fonction publique, la loi sur les impôts également. La responsabilité est collective, car changer de telles lois exige la volonté du gouvernement et en même temps un effort parlementaire, législatif de l'Assemblée constituante, mais ce qui n'est pas vraiment possible aujourd'hui. Mais malgré cela, nous avons préservé les éléments essentiels que nous avons tirés de la Révolution, les libertés de pensée, les libertés politiques, et nous avons préservé également l'esprit de conciliation que nous avons commencé dès le début, et notamment à travers la coalition. Et sans le refus de certains partis, notre coalition aurait été plus large. Elle se serait constituée de 5 ou 6 partis, car nous considérons que la période de transition est un processus qui doit impliquer tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de juger notre expérience, nous allons l'évaluer avec beaucoup de courage et nous allons en parler à tout le monde. Alors vous avez évoqué la liberté justement, des artistes en particulier, de jeunes rappeurs se plaignent, Abdellatif Mekki, d'être harcelés. On croyait que ce temps était révolu avec le départ de Ben Ali. Je pense que ce que vous citez comme exemple, les chanteurs de rap,
n'est pas du ressort du gouvernement, car ces affaires ont été soulevées par le syndicat de sécurité, sans ordre du gouvernement. Le gouvernement n'était pas partie prenante dans ces affaires. Au contraire, le gouvernement a été atteint par ces affaires, a été victime, car l'opinion publique a pensé que le gouvernement, comme d'habitude, manipulait la justice. Mais en réalité, ces affaires n'ont pas été suscitées par le gouvernement, mais par un syndicat, le syndicat de la police, contre le chanteur de rap. Nous avons beaucoup souffert de l'oppression. Et comme vous le savez, Ennahda a été animé par des milliers de militants, notamment en France. Et à cette occasion, nous remercions la France et les autres pays européens qui nous ont soutenus pendant la période d'oppression. Nous soutenons la liberté. Nous protestons contre certaines conceptions fausses de la liberté, mais nous protégeons toujours la liberté contre tous ceux qui veulent l'atteindre. C'est un concept et une notion fondamentale de cette période de la Tunisie, c'est-à-dire la protection des libertés. Alors la Constitution est en cours d'adoption, les articles sont débattus point par point et il y en a un qui pose problème et qui a créé des tensions hier dans l'hémicycle à Tunis. C'est ce fameux article concernant le futur président de la République. Il devra être, selon vous, forcément musulman. L'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme ne l'entendent pas ainsi. Pourquoi devrait-il être forcément de confession musulmane puisque dans le même temps, la Constitution est censée garantir la liberté de conscience ? C'est une réalité à laquelle sont habitués les Tunisiens. Sous tous les gouvernements après l'indépendance, à l'époque de Bourguiba ou à l'époque de Ben Ali. Toutes les familles politiques au sein de l'Assemblée constituante ne se sont pas opposées à cela. Le différend hier était à propos de la deuxième nationalité du président. Est-ce qu'un candidat peut se présenter à ce poste en ayant une autre nationalité et concernant son âge également? Et Ennahda a accepté que la nationalité, la deuxième nationalité soit là s'il l'abandonne. Et nous n'avons pas défendu l'idée de mettre un plafond à l'âge, car ceci priverait certaines personnes de se présenter. Car la personnalité qui peut se présenter... Monsieur le ministre, j'aimerais évoquer avec vous la situation économique. De nombreux Tunisiens, dans l'arrière-pays notamment, manifestent, se disent totalement abandonnés, disent avoir été trahis, alors que la révolution était même censée leur apporter une vie meilleure. Sur le plan économique, dites-nous ce soir, quelle est la ligne d'Ennahda? Est-ce que vous êtes un parti finalement ultralibéral? Les affaires, ce sont pour nous, et puis la charité pour les plus pauvres, ou quelle est-elle donc cette politique? Nous ne pouvons pas nous décrire comme un parti libéral au sens traditionnel, habituel du libéralisme, mais nous soutenons la propriété privée et l'initiative individuelle. Nous voulons garantir un système socio-économique qui garantisse les opportunités à tout le monde et les services. Nous soutenons les orientations sociales de l'État en permettant l'initiative individuelle. Ceux qui manifestent aujourd'hui savent que n'importe quel État au monde ne peut résoudre tout ce qui s'est accumulé comme problème en 25 ans, en seulement 2 ans. Et comme l'avait dit Michel Rocard plusieurs fois, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et de la même façon, je peux dire que la révolution tunisienne ne peut résoudre un quart de siècle de marginalisation et de pauvreté. Mais nous espérons qu'à l'avenir, les opportunités sociales seront là, comme les libertés sont déjà là. Alors revenons, Monsieur le Ministre, sur cette Constitution. Article débattu point par point. Il y a visiblement des gros blocages en ce moment même, à l'heure où l'on parle. Quels sont ces blocages ? Il ne reste pas grand-chose à résoudre. Il y a quelques rectifications concernant l'article 6
et également concernant les conditions pour se présenter au poste du président de la République. Également, il reste également la question des 2/3 pour poser une motion de censure contre le gouvernement. Il y a des divergences, des différends, mais il n'y aura pas de blocage, je l'espère. Je pense que la dynamique actuellement au sein du dialogue national qui se tient actuellement ou au sein de l'Assemblée constituante, cette dynamique nous rend optimistes pour surmonter ces difficultés avec l'aide de Dieu. Alors l'Arabie saoudite, monsieur le ministre, est montrée du doigt, accusée d'avoir fomenté le renversement du président élu Mohamed Morsi en Égypte. Est-ce que vous pensez, vous, en Tunisie, avoir été déstabilisé par un acteur, un pays étranger, un pays arabe ? En ce qui nous concerne, nous ne voulons pas nous ingérer dans les affaires des pays amis et des pays frères, même en les commentant. C'est une politique constante de la Tunisie. La Tunisie est un pays équilibré dans sa politique étrangère et elle veut tenir à cette ligne. Certains disent qu'il y a des interventions étrangères dans les affaires tunisiennes, mais nous n'avons pas de preuves de cela. Donc, nous ne pouvons pas parler vraiment de choses concrètes. Et il me semble que l'attitude internationale soutient l'expérience tunisienne pour qu'elle réussisse. Nous devons insister sur cela et l'utiliser et ne pas sombrer dans les rumeurs. Et nous sommes très prudents pour préserver les liens d'amitié et de fraternité avec les pays arabes et également les liens d'amitié avec les pays européens. Alors, monsieur le ministre, je vais vous rappeler un propos qu'avait tenu Rached Ghannouchi, le leader historique du parti Ennahda. Il avait dit en 2011, le français est devenu une pollution linguistique finalement. Alors, vous le savez, la Tunisie est un membre fondateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Quel est votre regard à ce sujet ? Il semble que M. Ghannouchi ait parlé de la mauvaise utilisation de l'arabe et du français. Il y a une façon de parler le français cassé, comme on dit en Tunisie. Mais en réalité, nous accueillons toutes les langues, et notamment celles que nous parlons. Et sans ce dialogue officiel, j'aurais parlé avec vous en français ou en une autre langue. Car, selon nos traditions religieuses, et la religion joue une part importante dans notre culture, donc notre tradition religieuse nous encourage à apprendre les langues et nous encourageons la diversité linguistique dans tous les pays. Et bien sûr, l'arabe reste notre langue officielle. La langue est un pont pour communiquer avec les autres civilisations. Merci beaucoup. Nous n'avons pas d'hostilité à l'égard des langues étrangères, au contraire. Abdelatif Mekki. Mais les langues doivent être bien utilisées correctement. Merci beaucoup, monsieur le ministre Abdelatif Mekki, ministre tunisien de la Santé et donc membre du parti islamo-conservateur au pouvoir Ennahda. Je vous remercie également.